Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la famille. Soyez les bienvenus dans le podcast L'Esprit en Voyage. Je suis Fabien. Et je suis Léa. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. L'Esprit en Voyage, c'est l'aventure de la vie, racontée par un frère et par une sœur, séparés par pratiquement une décennie et 10 000 kilomètres. Alors c'est parti, faisons un bout de chemin ensemble. Et comment elle va la petite sœur ? Bah écoute, ça va, je commence à être bien fatiguée, là c'est bientôt grossesse, la fin par rapport à la grossesse. Je suis officiellement... 2 semaines, 3 semaines ? 3 semaines. Je suis officiellement un peu moins de 3 semaines. En arrêt à partir de cette semaine, même si bon... Voilà, hein, quand c'est toi qui gères le business, il y a toujours des trucs à faire à droite à gauche. Mais non, voilà, je vais prendre le temps enfin de me reposer un peu plus, donc ça va faire du bien. Attends, je remets mon micro en même temps. Du coup, en fait, l'arrêt, c'est quoi ? C'est symbolique ? C'est pas... pour oui, toi dans la situation ? Oui, c'est un arrêt, je veux dire, c'est pas comme si t'étais... Si tu travailles pas, c'est pas de rémunération. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'argent. Effectivement. non, effectivement, il n'y a pas de rémunération du tout. D'où aussi il faut que ça continue un minimum. Mais non, c'est plus après moi qui me met en arrêt parce que pour me reposer, profiter un petit peu et puis de toute façon après une fois que le bébé sera là il y aura pas le choix mais donc voilà, donc c'est dans mes termes, mais donc c'est flexible des deux côtés, on va dire, donc voilà. Et c'est puis là où on voit qu'encore une fois le sujet de l'argent est quand même important pour la sécurité, la liberté, mais la santé aussi. Exactement. Non, c'est clair. Déjà on le voit en vivant à Shanghai. Alors après, il y a des hôpitaux publics qui sont pas très chers, mais si tu vas dans les cliniques privées, ce que la plupart des étrangers font ici, il te faut une très bonne assurance parce que les consultations coûtent très très cher. Donc c'est là où tu vois aussi l'avantage quand tu vis en France et que tu as quand même accès à des soins et des assurances prises en... la sécurité sociale, etc., qui t'aident. Donc c'est vrai que quand tu as des choses un peu graves, et même pas que, parce que les consultations pour les enfants, c'est quand même très souvent, et si tu vas dans des cliniques privées ici, c'est très cher. Donc tu vois, tu vois la différence. Donc voilà, dans la, on va dire, la plus grosse actualité là en ce moment, hein, forcément ça m'occupe, ça prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Donc voilà, et à côté de ça, on continue à préparer, je vous en avais parlé un petit peu pour l'association dans laquelle je fais partie. Là, on va avoir la soirée de pitch des entrepreneurs qu'on accompagne sur Shanghai, nos entrepreneurs francophones. Donc, ils ont eu une première répétition hier soir. Donc, voilà, plusieurs entrepreneurs qui veulent lancer leur projet ici et qui éventuellement vont pouvoir gagner un accompagnement complet d'1 an pour monter leur boîte et développer tout ça. Ouais, donc ça c'est cool. C'est toujours des sujets super intéressants de voir la motivation, les idées des gens et l'énergie qu'ils ont envie de mettre à construire quelque chose. Donc voilà, un petit peu dans les actus. Et toi, comment ça va ? Cool. Bah moi ça va. Si j'ai une actu intéressante cette semaine, qui est que en fait j'avais visité un bien IMO pour du locatif. Et c'est un bien, j'en avais parlé, qui était qu'on m'avait dit, pris le contact de l'agent. Ouais, voilà. Et en fait, en off-market, lui, il avait rentré un bien et il m'avait contacté moi en priorité. Donc, je suis allé le visiter avec une autre. Il y avait moi qui visitais, et juste après, il y avait un autre couple qui visitait. Donc, on était 2 à visiter. Et l'annonce n'était pas encore parue. Et en fait, il est bien. C'est bien le truc. Donc, je me suis positionné, j'ai fait une offre, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que typiquement, tu vois, le vendeur, c'est quelqu'un qui est investisseur et en plus qui est agent IMO, tu vois. Donc tu peux te dire, lui, qu'est-ce qu'il veut ? En fait, il veut essayer de vendre et puis d'en retirer le plus possible, quoi. Et du coup, donc j'aurais pu faire une offre au prix,
Mais en fait, tu vois, j'ai questionné beaucoup sur ce que voulait le vendeur, etc. Et ce que j'ai compris en filigrane, il y a des travaux à faire, c'est qu'en fait, lui, il en avait marre des travaux, tu vois. Et du coup, plutôt que faire une offre au prix, j'ai fait une offre, donc 12 000 euros à peu près plus bas. Okay. Mais en lui disant, bah, en fait, les travaux, je les prends en charge. Donc moi, forcément, j'aurai un coût supplémentaire de main-d'œuvre et puis de travaux, mais quand même pas à hauteur des 12 000 euros, quoi. Mais en gros, le truc, c'était de lui dire, bah voilà, je prends en charge, et par contre, s'il signe mon offre, bah le soir même, voilà, il a plus de charge mentale, il a plus à s'en occuper, il est tranquille, etc., quoi. Et en fait, en face, ceux qui avaient visité, ils ont fait une offre aussi, et eux, ils ont fait une offre au prix. Par contre, le vendeur devait faire les travaux. Et tu vois, au final, le vendeur, il a accepté mon offre. Il a préféré donc vendre moins cher, mais par contre, effectivement, se débarrasser des travaux, etc. Donc, déjà, j'étais content parce que c'était une belle vente. Mais tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'était un bon exemple, et pour ça que je voulais en parler ce matin, c'est qu'en fait, dans la vie, on a plein de négociations tous les jours dans plein de choses. On s'en rend pas compte, même, je sais pas, quand on veut choisir le menu, quand on va aller au cinéma, au restaurant, voilà. Et que forcément, on en parlait dans un épisode des biais cognitifs, il y a un peu un biais où on se dit, on présuppose que celui à qui on va parler, alors négocier, même si c'est pas vraiment une négociation formelle, mais celui à qui on négocie, on présuppose que lui il veut ça, et parfois c'est pas du tout le cas, quoi. Et là, c'était un excellent exemple où tu te dis, bah, le gars, il coche toutes les cases de l'agent IMO, qui fait un investissement locatif. Il avait acheté 1 an avant, tu vois, donc c'est vraiment pour le revendre pour faire de l'argent, quoi. Mais en fait, à un moment, c'est pas gagner le plus d'argent qui lui allait. Là, il en avait marre de faire les travaux, et il voulait chercher. La tranquillité avait un coût monétaire qui était en fait plus important pour lui que pour moi. Et donc, c'était un très bel exemple. Donc, je me suis dit, allez, c'est clair. Parce que ça peut, c'est super intéressant. Ouais, complètement. Et je pense que c'est très intéressant. Ça montre exactement le but, en fait, j'allais dire même l'art de la négociation. Parce que souvent, en fait, les gens, quand ils sont, et on va en parler un petit peu aujourd'hui, ça tombe bien, quand ils sont dans une situation de négociation, souvent on a l'impression que ça retombe sur nous et nos capacités, et notre caractère, et peut-être notre personnalité. Souvent on voit, ce que tu vois un peu dans les films, les hommes qui arrivent à négocier, qui ont un charisme, qui vont réussir à faire tourner la situation, parce qu'il faut quelque part avoir le pouvoir sur l'autre, alors qu'en fait, la clé de la négociation, c'est comprendre vraiment ce que l'autre attend, et en fait réussir à créer une situation où il y a 2 gagnants. Et donc, bien sûr, ça demande aussi des compromis, comme tu l'as dit. Donc, lui, il est OK, en fait, il va peut-être baisser son prix. Toi, tu vas peut-être payer plus parce que du coup, et puis prendre cette charge mentale de travaux, etc. Mais donc, c'est vraiment en fait se mettre dans une situation de dire, attends, qu'est-ce qu'il veut exactement, qui n'est pas juste ce qu'il annonce et sur son annonce, et ce qui est souvent pareil vrai quand tu as une offre d'emploi, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'il recherche exactement derrière, qui va lui apporter peut-être la sécurité ou, comme tu dis, la liberté dont il recherche. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à donner, qu'est-ce que tu recherches exactement, et où est-ce que vous pouvez vous rencontrer là-dedans. C'est super, c'est un très bon exemple, ouais. Trop bien, en tout cas, félicitations. Bah ouais, écoute, c'est cool. Je suis content. On va voir la suite, mais je suis content. Trop bien. Mais c'était un bel, en tout cas, c'était un bel exercice de négo, effectivement, parce que forcément, on est tous là d'abord à se dire le prix, mais en fait, il faut sortir de ça. Et puis tu vois bien que finalement, il n'y a pas que ça qui compte, et si tu t'arrêtes juste au prix, effectivement, c'est trop facile, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que... Exactement. Et c'est là où les informations sont vraiment le pouvoir, en fait. Parce que plus tu vas avoir de plus d'informations, plus tu vas pouvoir comprendre l'autre. Ouais. Et puis, il y a un dernier point, tu vois, pareil dans les négos, moi, que j'ai pu faire avant, dans mon métier d'avant, etc. À chaque fois, ça joue. C'est que tu as toujours des intermédiaires ou des personnes. Par exemple, là, il y avait un autre agent immobilier qui faisait la vente. Et à un moment, j'ai compris qu'il était dans ma poche, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire il poussait plus ma proposition, tu vois. Okay. Et ça, à un moment, faut aussi essayer de comprendre les intérêts des autres personnes qui interviennent sur les dossiers, et puis d'avoir cette vision globale, quoi. Enfin, voilà pour les petites négos et les petits sujets actuels. Et puis là, c'est reparti, pas mal de boulot cette semaine là, donc je cours un peu dans tous les sens, mais c'est bon, on a réussi à trouver une petite heure pour enregistrer
le Ouais, podcast, donc c'est cool. Ça a failli pas le exactement. faire. On continue, ouais. On continue jusqu'au bout. Sachant que, bon, voilà, comme on a dit, on est en train de faire un petit peu en avance. Donc, le timing va être un petit peu décalé par rapport à la diffusion. Mais comme ça, on va rester avec vous tout l'été aussi. Yes, Donc voilà. Bah, trop exactement. bien. Et non, mais très bonne introduction. Parce qu'aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur le sujet. On a fait un épisode la dernière fois sur les émotions. Ouais. Et cette fois-ci, on va apporter les émotions, qui est peut-être un gros mot dans le monde professionnel. Ouais. Donc voilà, on s'est dit que c'était une bonne suite. Moi, c'est un sujet sur lequel je travaille aussi pas mal avec des entreprises ici, en atelier ou autres. Et c'est toujours très intéressant. Et voilà, on en avait parlé un petit peu même avant qu'on... Pardon. Avant qu'on sorte le podcast, je me souviens, j'avais fait un atelier, on avait discuté après tous les deux, et donc je trouvais ça assez intéressant aussi qu'on échange nos points de vue, nos Ouais. ressentis, nos expériences là-dessus avec ce qu'on a vécu, et puis et qu'on en parle un petit peu. Voilà, les émotions, je pense qu'au travail aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle un petit peu plus, avec différents sujets qui, on va dire, touche à ça. C'est vrai que cette notion de laisser derrière soi sa vie personnelle ou ses émotions quand on va travailler ou quand on va faire quelque chose, c'est un concept qui peut être envisagé sur le papier, mais qui n'est souvent pas trop dans la réalité. Donc ce qui est, je trouve, plus intéressant, c'est de voir justement un petit peu quand on est manager ou quand on est employé, on va dire, enfin peu importe, mais soit qu'on travaille voilà, dans une entreprise avec des gens, que ce soit nos collègues, nos boss ou nos équipes, et donc de voir un petit peu comment on peut naviguer tout ça. Et donc voilà, ce dont on va parler aujourd'hui. Et pardon. Et une première observation moi, que j'avais, alors honnêtement, il y a plein d'études. Enfin là, en ce moment, il y a des choses qui ressortent. J'ai regardé un petit peu. Honnêtement, j'ai pas forcément trouvé des statistiques qui étaient très pertinentes, je trouvais, pour cet épisode. Mais je pense qu'on a tous des anecdotes. On va en parler aujourd'hui. Des moments où on a été un peu challengés, nous, par nos émotions, ou alors justement des moments où peut-être on a eu un petit peu on va dire pas des révélations, mais on s'est senti plus connecté aussi, plus peut-être en empathie avec soit ses équipes, encore une fois, ou ses collègues, et qui nous ont aidés dans certaines situations. Et peut-être, comme on parlait de négociation, peut-être qu'on peut parler déjà de ces situations-là. Moi, c'est aussi des situations sur lesquelles je travaille assez fréquemment avec mes clients, parce que forcément, des situations de négociation, des situations peuvent avoir pas mal de stress, donc qu'on a tous dans nos vies, et forcément qu'on a dans nos vies professionnelles aussi, soit des négociations de salaire, comment on appelle ça, des rendez-vous de fin d'année, des recrutements, des choses comme ça. Ouais. Exactement, et qu'on vit pas forcément tous de la même façon. Donc je me disais peut-être qu'on peut commencer par ces situations-là qu'on vit tous et qui sont clairement liées avec, voilà, qui vont influencer comment on se sent ce jour-là. Est-ce qu'on peut préparer choses comme ça? Peut-être qu'on fera un épisode spécial négociation plus tard. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, ouais. Mais donc voilà. Et toi, Fab, du coup, on va dire, tu as été des deux côtés. Moi aussi, on a recruté des gens, on a été recrutés, on a eu ça avec nos managers, et on a fait faire passer ça à des gens. Et je me disais, peut-être qu'on peut bien sûr partager nos expériences, donner aussi quelques astuces là-dessus. Moi, les premières choses que je dis à chaque fois, c'est un petit peu ce qu'on vient juste de dire. C'est-à-dire que, encore une fois, ce sont des échanges, ce sont des discussions, et donc en fait, plus on va avoir d'informations, et plus on va aller demander des informations sur ce qu'on peut contrôler, parce que forcément, on ne peut pas tout contrôler dans la situation. Mais par exemple, si c'est un rendez-vous annuel ou une renégociation salariale ou des choses comme ça,
Il y a plein d'informations qu'on peut déjà aller demander, savoir l'objectif du rendez-vous, de quelle façon ça va se faire, combien de temps on a. Donc voilà, plein d'informations qui vont nous aider en fait à nous préparer, à aussi se sentir un petit peu plus en contrôle de la situation et pas juste passif, on va dire. Donc encore une fois, l'information, c'est clé. Et bien sûr aussi l'écoute. C'est-à-dire que si c'est avec votre manager ou votre boss, plus vous allez savoir aussi avoir des informations et essayer de comprendre quels sont les objectifs, les challenges de l'autre personne, plus ça va vous aider aussi. Parce qu'encore une fois, c'est ce sens aussi de la collectivité, de la situation de gagnant-gagnant dont on parlait juste avant. Moi, je disais ça beaucoup aux équipes que je gérais qui faisaient de la gestion client, avec les interlocuteurs qu'on avait dans les entreprises quand je travaillais dans une agence. Je disais en fait, il faut que vous leur fassiez comprendre que vous êtes là pour atteindre les mêmes objectifs qu'eux ont, parce qu'ils ont leur propre challenge dans leur entreprise, avec leur propre boss, avec les objectifs à atteindre, etc. Donc plus vous allez être au courant de ça, plus vous allez leur montrer que vous êtes là aussi en tant que soutien, plus vous allez obtenir des informations et plus ça va vous aider vous. Enfin, ça va les aider eux dans leur travail, ça va vous aider vous dans votre travail en fait. Donc ce que tu disais un petit peu à la fin aussi, de comprendre aussi les places et les challenges de chacun. Ouais. Donc voilà, moi ce que je dirais déjà comme préambule. Ok. Alors effectivement, moi j'étais des deux côtés un petit peu, on va dire, de la barrière, parce que j'étais salarié. J'ai été entrepreneur et en tant que salarié, j'ai été employé et manager aussi. Donc j'ai vécu un petit peu les deux. Et en fait, j'ai été manager assez tôt. Moi, j'ai commencé à faire du management à 25 ans. Et comme moi. Tu vois, le truc, c'est que là, c'est quelque chose justement qui m'a un peu surpris, tu vois, en étant manager, de voir comment les collaborateurs étaient vraiment beaucoup influencés par leurs émotions, leur vie personnelle au travail. Et à 25 ans, moi, j'étais pas prêt à ça, où je m'en rendais pas compte, etc. Où je pense que moi, justement, je cloisonnais peut-être beaucoup, tu vois, et que finalement, j'étais vraiment surpris par ça. En plus, moi, j'étais dans une équipe très, très, très féminine. Et je pense que les femmes sont plus à même, tu vois, de laisser transparaître plus d'émotions. Et c'est quelque chose que, clairement, à 25 ans, j'ai eu du mal à gérer, tu vois. Justement, d'accepter ça alors, d'accepter, mais dans le sens comment accompagner au mieux, en fait. Ouais. Et je pense que voilà, j'étais pas forcément armé pour bien accompagner ça comme il fallait. Et pour autant, je pense que je gérais bien les choses et j'aimais bien manager, etc. Mais c'est vrai que dans la partie management, c'est pas la partie que je préfère. Et aujourd'hui, par exemple, notamment si je cherche plus à être manager ou à avoir des employés, etc., bah, c'est en partie pour ça aussi, tu vois. Parce que justement, l'aspect, entre guillemets, bah, quand tu es manager, on va dire, tu es là pour mettre en place une organisation, tu es là pour faire en sorte que ça fonctionne, tu es là pour atteindre des objectifs. Mais en fait, pour que tout ça fonctionne, bah, mine de rien, la partie aussi gestion des émotions chez ton collaborateur et, on va dire, accompagnement, même parfois un petit peu sur des côtés psychologiques, etc., bah, ça fait partie du taf, quoi, tu vois. Et bon, ça, c'est un taf que moi, je n'étais pas forcément prêt à faire, ou j'avais pas forcément envie de faire. Enfin, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, on va dire, quoi. Et clairement, c'est un truc qui était plus important que ce que je pensais. Et donc ça, c'est le côté manager, mais si tu prends de l'autre côté, effectivement, en tant que salarié, alors de la même façon, au début, comme je disais, j'avais beaucoup cloisonné ça. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi être une force dans pas mal de situations. Finalement, pour notamment embarquer des gens sur un projet, pour expliquer un petit peu ce qui se passe sur le projet, etc. Et de dépasser un petit peu juste la fonction, de dire, bah voilà, on fait juste ça pour ça, c'est parce qu'on a des choses qui nous tiennent à cœur, parce qu'il y a des choses qu'on veut faire, parce que voilà. Et après, de relier ça à des causes qui sont un petit peu plus grandes que nous. Bon, typiquement, moi, avant, je travaillais dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé, c'est assez facile, entre guillemets, de justifier qu'on amène un peu le supplément d'âme dans ce qu'on fait parce qu'on a des missions un peu plus larges, quoi.
Donc c'est là où en fait les émotions elles peuvent aussi servir et puis apporter énormément au quotidien. Tout à fait. Ouais. Par contre, donc ça c'est le premier. En fait, ça c'est le premier point, j'ai envie de dire, entre le cloisonnement émotion. Enfin, je vais peut-être m'arrêter là pour le premier point, mais le premier point, on va dire, entre le cloisonnement émotion que tu peux avoir personnellement et au travail. Et tu as les cas de figure où du coup, oui, il y a peut-être un peu trop de transparence, mais d'autres cas aussi où il faut s'en servir, quoi. Ouais, exactement. Non, je pense que c'est important ce que tu disais sur le fait que c'est pas facile que tu sois d'un côté ou de l'autre, que tu manages une équipe ou que tu sois dans une équipe. Parce que, encore une fois, on a tous des challenges différents. De toute façon, on n'a qu'une vie, hein, donc ce qui va se passer dans la vie perso, ça va influencer sur ta vie pro et vice-versa. Ouais. Donc même si tu cloisonnes. Et je pense que du coup, ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas faire semblant que ça n'arrive pas, et en même temps de trouver cet équilibre où, malgré ça, on va dire, il faut que l'entreprise elle fonctionne, il faut que les objectifs, que les projets soient faits, etc. Et c'est vrai que quand je discute avec des managers, alors déjà, bon, je pense que maintenant on a un peu de recul, mais on s'est rendu compte aussi que manager c'est pas facile, c'est pas forcément pour Oui. tout le monde non plus. Comme tu dis, moi c'est pareil, j'ai commencé à manager très tôt dans ma carrière. Tu as certains outils que tu n'as pas forcément, Oui. tu as certains aspects que tu n'aimes pas forcément aussi, etc. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi très important. Et donc, en fait, je pense que c'est, encore une fois, avoir les informations, c'est important. Après, savoir quoi en faire. Typiquement, je me souviens, une chef d'entreprise qui me disait... bah oui, effectivement, c'est là, et on comprend les enjeux, et on comprend aussi les challenges, par exemple, quand on parle de négociation salariale, quand on parle de renégociation salariale et autres. Ça n'empêche qu'à côté, ton entreprise, elle a quand même un PNL, elle a quand même un budget, il y a quand même des objectifs à atteindre. Donc, parfois, ça va aussi dans l'autre sens de dire comment on a l'impression qu'il y a une séparation, en fait, entre les équipes qui se disent on n'est pas forcément considéré, on travaille beaucoup, etc. L'équipe managériale ou exécutive qui va dire oui, mais ils ne se rendent pas compte aussi de à quel point on essaye de faire tenir l'entreprise parfois dans des situations difficiles, comme on a pu le voir en plus ces années récentes avec post-Covid, etc. On dit on fait déjà beaucoup pour qu'on pas virer les gens, pour que les gens restent, etc. Donc c'est vrai que des fois il y a ce déséquilibre-là qui existe, qui en plus va aller alimenter des choses chez les gens différents qui vont être déclenchés par des choses différentes. Bien sûr, il y a l'argent qui est quand même là, hein, dans le monde professionnel, qui a une place très importante, même si au final, encore une fois, quand on travaille dessus, on se rend compte que c'est pas forcément le plus important, même si les gens le pensent pour eux. Mais donc, c'est sûr que ça fait un grand mélange assez fou, assez flou, et donc c'est ça le but aussi, d'apprendre à naviguer avec ça, et d'apprendre à un petit peu ce qu'on avait dit dans un épisode, c'est-à-dire que ça reste les mêmes mécanismes, c'est-à-dire on ressent quelque chose, on l'accepte, on l'identifie, et après mieux on va se connaître, mieux on va connaître les gens avec qui on travaille, plus on va pouvoir avoir de choix sur comment on veut agir. Et reconnaître les émotions et ce qui se passe dans la vie des autres, c'est toujours un bon point. Après, ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter derrière en tant que chef ou collègue ou autre, mais n'empêche que c'est là. Donc, dans tous les cas, après, c'est plus on va pouvoir mettre des choses autour pour que, malgré tout ce qui va se passer dans la vie de tout le monde, et qui va pouvoir potentiellement influencer le travail, on va faire en sorte que on fait ça humainement, mais qu'on continue dans un cadre professionnel à avancer vers les objectifs désirés. Oui, et puis le point, quand tu as identifié ça, c'est surtout de le communiquer. Parce qu'effectivement, en fait, quand tu es employé ou même dans la vie, tu as souvent l'impression que ce que tu ressens, les gens, ils le captent. Et comme si c'était un peu transparent, ou comme si, je sais pas, tes émotions, elles transpiraient, que les gens, par la voix du Saint-Esprit, ils arrivaient à comprendre dans quel état émotionnel t'es. Alors, il y a des gens qui captent très bien ça, mais il y en a d'autres pas du tout.
Et quand tu es manager, c'est pas évident du tout aussi de capter comment, dans quel état, ce que veut un employé, un collaborateur, etc. Et c'est aussi hyper important de communiquer là-dessus, de dire quand ça va, quand on est énervé, quand on est stressé, enfin tous ces éléments-là. C'est quelque chose qu'il faut communiquer à son manager, parce qu'en fait, comme tu dis, lui, il est là pour que tout se passe bien, en fait, entre guillemets, quoi. Ouais, Donc, exactement. Ouais. et après, s'il n'est pas là pour que tout se passe bien, ou s'il n'est pas à même d'entendre ces choses-là, bon, bah, là, c'est peut-être qu'il y a des problèmes un petit peu de gens qui peuvent être toxiques dans certaines organisations. Et là, il faut trouver des solutions, s'en éloigner ou partir ou faire autre chose. Enfin, voilà. Mais on va dire, quand on a un manager qui est bienveillant, et franchement, il y en a plein qui sont bienveillants et qui sont là pour que ça fonctionne bien, parce qu'eux-mêmes ont souvent un manager, et eux-mêmes sont là parce qu'ils veulent bien faire des choses. Et donc, dans ce cas-là, bah, il n'y a aucune raison de ne pas communiquer, sur son état émotionnel et trouver des solutions. Alors, je dis pas qu'il faut tous les matins dire aujourd'hui ça va pas parce que machin, mais par contre, quand il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, ou quand des choses qui vont très bien, c'est quelque chose qui, pour un manager, est aussi important de comprendre. Et puis derrière, il peut aussi, du coup, lui, mettre en place des choses adaptées dans un sens ou dans l'autre pour que ça se passe le mieux possible. Mais d'une façon générale, faire le silence n'est jamais une bonne solution, surtout s'il y a des choses qui nous prennent la tête. Il faut mieux communiquer. Hein. Ouais, c'est clair. Et je pense que la plupart du temps, justement, les situations sont bloquées à cause d'un manque de communication et donc d'un manque de compréhension. Clairement, d'un côté ou de l'autre. Moi, tu vois, quand j'ai commencé ma carrière, je pense que j'étais quelqu'un qui était très, au final, très émotionnel au travail, dans le sens où je prenais beaucoup les choses à cœur, puisque en plus j'ai commencé dans un environnement start-up, donc voilà, tu avais à l'époque quand même ce côté-là aussi où on les limite, les relations sont assez assez proches des gens, enfin voilà, c'est quelque chose, les limites sont assez floues, et même ensuite, et en fait, je sais que en faisant du travail sur moi, j'ai compris justement ça, que les gens ne peuvent pas lire dans ma tête et comprendre ce qui se passe. Donc en fait, cette frustration qui vient aussi de se dire, mais j'ai l'impression de faire beaucoup, en tout cas de faire ce qu'on me demande, sans forcément être entendu ou sans forcément être reconnu, etc. Et donc ça revient à ce qu'on me dit, c'est de aussi pouvoir exprimer, comme tu dis, ça ne veut pas dire aller voir toutes les 4 minutes pour dire ah bah là je suis triste, là j'ai peur, là il s'est passé ça, voilà, plaignez-moi, etc. Mais au contraire, c'est plus on va se connaître, plus on va faire ce travail-là d'identification des émotions pour prendre du recul, plus on va être à même de communiquer à nos équipes, aux gens avec qui on travaille, de se dire attends, là en fait pour moi c'est challengeant cette situation parce que voilà, ou est-ce que tu peux m'aider à mieux comprendre ce qui se passe, parce que là j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et que ça me bloque dans mon travail. Donc c'est prendre ce recul-là justement, où en fait on va pas laisser ses émotions ou ce qui se passe en dehors de sa vie professionnelle, ou qui peut se passer dans sa vie professionnelle, mais on va pouvoir mieux l'exprimer et de façon plus rationnelle peut-être, pour que les gens l'entendent aussi en face et se disent pas ah oui non mais bon voilà, cette personne-là est toujours anxieuse ou est toujours etc. Et donc en fait ça revient à dire qu'est-ce qui est important pour moi au travail ou dans mes relations professionnelles, et pouvoir exprimer ça. Et quand on est manager aussi, quand on gère une équipe, et de comprendre comment les autres personnes fonctionnent, ça aide aussi énormément de savoir quels vont être peut-être les déclencheurs chez certaines personnes, qu'est-ce qui est important pour certaines personnes dans le monde professionnel. Et j'ai vu récemment une interview du PDG de Michelin qui racontait ça justement, c'était assez intéressant, qui disait qui expliquait que lui en fait il avait été beaucoup coaché au long de sa carrière pour comprendre en fait de mieux en mieux comment lui fonctionnait. Et donc il dit c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc tout au long de sa carrière et bien sûr après en devenant PDG, il dit plus je me connaissais, plus je pouvais justement exprimer et comprendre ce qui se passait, et plus ça m'a aidé ensuite à comprendre
mes collaborateurs. Il dit, mais c'est impossible de comprendre comment l'autre fonctionne si déjà on ne comprend pas comment nous, on fonctionne. Ouais. Et je pense que c'est effectivement ça revient à l'intelligence émotionnelle dont on a parlé dans le dernier épisode. Je parlais de statistiques et justement, il y a des études apparemment qui ont prouvé que ceux qui étaient considérés, alors sur certaines enquêtes, ayant une forte intelligence émotionnelle, montraient que ça jouait à plus de la majorité en fait sur leur succès professionnel et sur comment ils naviguaient leur carrière en fait ensuite. Donc c'est cette maturité-là aussi, je pense, dont tu parlais, c'est-à-dire de pas tout garder, pas tout cloisonner, mais pas non plus effectivement justement que ça déborde et qu'au final ça influence négativement peut-être ce que tu veux faire au travail. Donc c'est tout ce travail-là aussi que l'on peut faire sur soi et pour écouter les autres, en tout cas accepter les différences de fonctionnement des autres qui vont pouvoir aider à naviguer ça en collaboration. Je pense qu'effectivement, comme manager, l'empathie, c'est quelque chose qui est très important. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, encore une fois. Et la transparence, comme tu disais, en fait, faire comprendre aussi quels sont exactement les challenges qui se passent. Quels sont les objectifs qu'on a à atteindre, quels sont ce qui est attendu en fait au niveau de l'entreprise, au niveau de ce qu'on a envie d'accomplir en tant qu'entreprise. Plus les équipes vont pouvoir comprendre ça, et normalement elles sont à même de comprendre, sans problème, plus elles vont se sentir aussi dans ce sens de collaboration et de ok, ce que je fais, ça a cette importance, ça va pouvoir aider à faire ça. Mais attends, j'avais deux choses. L'intelligence émotionnelle et puis la partie relationnelle, tu vois, c'est un truc qui est pour moi primordial. C'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui où je suis plus salarié, c'est un des principaux motifs de satisfaction pour moi. C'est-à-dire que quand tu es salarié, quand tu es dans une équipe, une des grosses problématiques, je trouve, que tu peux avoir parfois, c'est que tu choisis pas avec qui tu travailles. Tu vois. Et ça, en fait, parfois, tu te retrouves avec des gens qui sont toxiques, tu te retrouves avec des gens avec qui t'es pas compatible. Tu es en train de faire t'es obligé de négocier avec toi-même, parfois, pour accepter certaines choses, etc. Et ça, c'est difficile. Et tu vois, maintenant que je suis indépendant, quelque chose que j'apprécie vraiment, justement, c'est de pouvoir choisir avec qui je travaille tout le temps. Et ça, c'est trop bien. Et tu vois, notamment, moi, j'embauche beaucoup d'artisans, des plombiers, etc. Alors, quand je dis j'embauche, je fais travailler des artisans, du coup, je collabore avec eux, quoi, indirectement. Et franchement, je prends pas toujours les meilleurs. Par contre, j'ai des artisans réguliers et avec eux, je sais que je m'entends bien. Tu vois, c'est vraiment des gens avec qui ça se passe bien, c'est fluide, y a pas de problème. Et en fait, finalement, c'est pas toujours les. Alors, je pense notamment à un, je vais pas citer, mais c'est pas forcément le meilleur. Parfois, il fait pas tout hyper bien. Mais par contre, ça se passe bien au niveau relationnel, au niveau, tout ça, ça se passe bien. Et tu vois, c'est des aspects où souvent quand tu sors d'études, tu te dis moi, je sais pas, tu fais des études en maths, faut que je sois le meilleur en maths, faut que je sois le meilleur en tel domaine. Et en fait, parfois, c'est pas forcément ça qui compte, quoi. Et aujourd'hui, en tout cas, pour moi, là où j'en suis, c'est pas du tout ça qui compte le plus quand je choisis quelqu'un. Donc, effectivement, ça fait partie. Et il y a beaucoup de process de recrutement où, justement, c'est pas ça qui compte. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a d'autres compétences à développer ou à avoir, ou en tout cas, sur lesquelles il faut s'interroger. Et le deuxième point qui est en lien avec ça, c'est que il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver en difficulté par rapport à un emploi parce qu'il y a des choses qui leur conviennent pas, et notamment qui est émotionnellement, du coup, c'était compliqué à gérer pour eux, alors que parfois ça peut venir de problématiques personnelles, tu vois, qui sont pas réglées et puis qui transparaissent sur l'emploi, que ce soit tu vois, je prends un exemple de rémunération. Moi, j'avais des collègues qui gagnaient très 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 bien leur vie et qui pour autant c'était pas suffisant pour eux, mais à un niveau angoissant pour eux, quoi. Alors que bon, c'était des niveaux de rémunération qui étaient vraiment très élevés pour autant, et qui se sentaient vraiment mal dans leur boulot à cause de ça, tu vois. Donc peut-être qu'il y avait d'autres choses à
à travailler à côté de ça, parce que finalement, si tu as un travail qui te plaît, où tu es bien, etc., et que le problème, c'est la rémunération, alors que factuellement, il gagnait vraiment beaucoup d'argent, euh, bah, peut-être que c'est dommage, quoi. Parce que Ouais, finalement, bien toutes sûr. les Ouais, conditions ouais. autour, Bah, elles étaient bien, quoi. enfin, j'allais dire c'est souvent le cas. Non, c'est pas souvent le cas, mais c'est Alors, effectivement il y a plein de là gens qui où. gagnent pas assez d'argent, mais il y a aussi Oui, oui. c'était pour Non, ce que illustrer j'allais dire, c'est volontairement qu'en fait, le contre-exemple. quand on en a parlé, la question de valeur est de toute façon subjective à tout le monde, Oui. mais c'est justement là où l'importance de connaître justement ces valeurs autour du travail et ce qui est important pour nous au travail. Parce que je rencontre plein de gens qui encore une fois, ont en tête cette notion qui est liée à l'argent et à la rémunération, parce que pour plein de raisons dont on a parlé, qui peut être au niveau de la sécurité, au niveau de la position sociale, etc., peu importe. Et en fait, quand je travaille avec eux, on se rend compte que l'argent, au final, dans ce qui est important pour eux au travail, n'est pas là ou n'est pas au top de la liste, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes. Et encore une fois, Ouais. savoir, ça permet de se dire, bah d'accord, peut-être que là, pendant quelques années, je vais prendre un travail où relationnellement, ou alors dans ce qui est important pour moi, ça va pas être le mieux, mais je vais gagner beaucoup d'argent. Je sais pourquoi, parce que j'ai cet objectif Ouais. financier que je veux atteindre. Et au contraire, à un autre moment, c'est se dire, ah ok, en fait, finalement, pour moi, ce qui est important pour que je me sente bien, que je me sente alignée dans mon travail, c'est ces conditions-là. Donc finalement, la rémunération, c'est pas le plus important. Et peut-être que je peux trouver d'autres façons de devenir indépendant financièrement ou de développer financièrement en dehors de ce travail-là que j'adore et que je veux faire et que voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est super important. Et je voulais revenir sur ce que tu disais de effectivement choisir avec qui tu travailles et aussi de cette représentation qu'on a de nous-mêmes quelque part au travail, comme tu dis, bah, il faut que je sois le plus fort, il faut que je sois plus comme ça, mieux comme ça, etc. Et c'est une question que je voulais te poser et poser ouvertement, qui est comment on fait justement quand on a l'impression que la personne que l'on est ou les compétences qu'on a, où on parlait un petit peu d'intelligence émotionnelle et d'authenticité tout à l'heure, comment on fait quand on a l'impression que ce n'est pas suffisant, ou en tout cas que la personne dont on est ne va pas permettre d'avoir du succès ou de faire le travail. Je crois que je t'en avais déjà parlé, mais donc je pose cette question un petit peu ouverte. Et j'ai un exemple qui suit, qui est une femme avec qui m'avait interrogée là-dessus quand j'avais fait un atelier justement sur les émotions du travail, et qui m'avait dit, mais en fait, alors tu vois, tu parlais de ton début de carrière où tu manageais beaucoup de femmes, donc je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ton point de vue. Elle me disait, bah, moi je manage une équipe, quand je vais présenter mes projets au board exécutif, je sais plus comment tu dis exactement. Ouais, comité de direction. Voilà. Et elle me dit, je me rends compte qu'en fait, souvent mes idées ou mes projets ne passent pas parce que, et elle a eu ce feedback de son boss et des chefs exécutifs que en fait, elle est passionnée par ce qu'elle fait et par les projets, et donc du coup, voilà, elle va avoir tendance à voilà, faire beaucoup de mouvements, peut-être sa voix qui va devenir un peu plus aiguë, parler très vite, voilà. Et elle me dit en fait, je pense que ma voix est trop aiguë pour eux, et que du coup, ça, je sens qu'il y a un espèce de, enfin voilà, ils m'ont dit qu'en gros, clairement, ça c'était pas il me prenait pas pour une hystérique, mais bon, que quand même, voilà. Et elle dit, je pense que le fait que je sois une femme, ça me dessert, parce que mon comportement, alors que je veux montrer que on est en train de faire des projets et qu'on a d'autres projets en tête et que ça va être super, et que voilà, je suis vraiment passionnée par tout ce qu'on peut mettre en place pour l'entreprise, je ne sais pas comment faire pour enfin, je pense que mon comportement n'est pas le bon, et qu'il faut que je change ma personnalité pour avoir plus de légitimité quand je parle. Alors en plus, c'est vrai que dans cette situation, c'était une femme qui était en face de, du coup, plusieurs hommes. Elle me dit, voilà, je vois mon chef quand lui parle, il est très posé, sa voix elle est plus grave, il a plus d'écoute, en fait.
Et je pense que c'est une question que, enfin, en tout cas en tant que femme, je sais pas, peut-être en tant qu'homme aussi, on a vécu ces situations-là différemment. Et donc effectivement, peut-être à d'autres niveaux aussi, hein. Enfin, je pense que si maintenant vous savez que j'aime pas ni les généralités ni les clichés, donc je pense qu'à tout niveau et pour n'importe quel genre, on a ces situations, on a l'impression que il faut qu'on change quelque part quelque chose chez nous pour soit être plus intégré dans une équipe, soit Oui. arriver à avoir la promotion qu'on demande, ou des choses comme ça. Donc voilà, je sais pas si toi, tu as vécu ce genre de situation, ou si justement, tu as un petit peu ce recul-là, et peut-être des astuces Oui. par rapport à ça, tu as pu vivre. Ouais, bah en fait, non mais c'est de la vente. En fait, c'est de la vente, ce qu'elle doit faire et ce qui lui arrive. Et je vais prendre 2 exemples. Premier exemple, je reviens quand je commence à bosser, équipe de femmes, moi j'étais parmi les plus jeunes. Et tu vois, le midi, donc ambiance plutôt féminine, ça parlait sans arrêt maternité, etc., bébé, tout ça. Moi, j'en étais pas là, tu vois. Donc en fait, bon, il y avait 2 midis sur 3, voire 4 midis sur 5, où le sujet de discussion, j'en étais exclu un petit peu, quoi, tu vois. Et clairement, j'étais ennuyé de ça, quoi. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, quand je suis arrivé dans le sud de la France, dans le sud-ouest, il y a beaucoup de clients qui sont fans de rugby. Okay. Et moi, je suis pas le rugby du tout, je suis le foot. Et en fait, notamment au début, quand je commençais à les connaître, je me suis pas forcé à regarder des matchs, mais je regardais juste un petit peu les résultats, tout ça, surtout quand j'allais voir quelqu'un. Et ça permettait, tu vois, d'introduire le sujet et de me mettre un petit peu, tu vois, un peu plus en phase avec les personnes. Et c'est pour ça que je te dis que c'est de la vente, c'est qu'en fait, il y a un moment où il faut aussi, alors c'est pas forcément se forcer, mais faire ce qu'il faut pour connecter avec les gens, tu vois. Et si les gens en face de toi, ils ont envie de connecter avec toi et que toi, tu as envie de connecter avec eux, bah en fait, tu arrives à trouver le terrain d'entente et de ça. Et d'autant plus si tu as quelque chose à leur vendre. Là, tu es obligé, enfin, il faut faire ça, quoi. Ouais, et en fait, c'est sûr que pour du coup, ce que tu disais avec la femme qui devait parler, bah oui, si tu prenons l'exemple, imagine un groupe de personnes qui travaillent dans les jeux vidéo et tu vois, imagine un petit peu des grands ados, adultes, tu vois, qui parlent pas beaucoup, un peu geek. Voilà, un peu geek. Et ouais, mais en vrai, il y en a quand même beaucoup comme ça, tu vois. Et tu vois, et si d'un seul coup, bah, dans le groupe, pour présenter un projet, effectivement, c'est une fille qui arrive, qui est la seule, et qui en plus est surexcitée, alors que les autres, ils sont un petit peu, pas moroses, mais un petit peu, tu vois, un petit peu taiseux. Plus détendu. Bah, ça fait un décalage, forcément. Ça fait un décalage, et il y en a qui peuvent dire, non, mais moi, je peux pas collaborer avec quelqu'un comme ça va beaucoup trop vite pour moi, etc. Et donc, c'est là où je te dis que c'est de la vente, c'est qu'en fait, il faut autant que possible, alors ça veut pas dire se renier ou travestir ce qu'on est, mais dans le spectre de ce qu'on sait faire, adapter un petit peu sa façon de faire. Et si en face de soi, on a des gens qui sont très très calmes, eh ben, on peut parler calmement. Et puis si en face de soi, on a des gens qui sont très très excités, ben, on prend 3 cafés et puis on y va, quoi. Ouais, Et ça, exactement. et c'est meilleur, enfin moi c'est meilleur conseil que déjà je pourrais donner, c'est effectivement à un moment il faut qu'il y ait une résonance, sinon tu ne sauras pas toucher les personnes. Ouais. Et après c'est aussi comprendre le fonctionnement des gens qui sont en face de toi. On en revient à mon exemple de début de podcast, c'est-à-dire que bah, s'il y a des gens qui sont très rouges, qui veulent aller très vite, qui ont besoin de décider hyper rapidement, etc. Bah, typiquement, on va dire le faux exemple, on va dire du chef d'entreprise colérique qui regarde que les chiffres, quoi, et qui décide en 2 secondes. Tu vois, un peu, ou je sais pas, un Trump, tu vois, voilà, pour donner un exemple. Et ben, tu vas pas commencer à venir le voir en parlant de sentiments et de faire de la poésie et tout ça, quoi. Donc c'est là où il faut adapter ton discours pour pouvoir correspondre, on va dire, à ton interlocuteur. Ouais. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Et comprendre ces challenges aussi, justement. C'est-à-dire si lui,
ses objectifs ou en tout cas ses priorités, ça concerne les chiffres, il faut que tu lui parles de chiffres. Si c'est la cohésion d'équipe ou alors la productivité ou des choses comme ça, il faut que tu mettes en avant ce que tu as fait toi par rapport à ça. Donc effectivement, ça fait la boucle avec ce qu'on disait au début sur avoir le plus d'infos, enfin prendre l'information, être à l'écoute. Parce qu'en plus souvent, en fait, on se rend pas compte, mais les gens, ils parlent de ce qui les concerne le plus et là où sont leurs priorités. Donc si tu as un boss qui te parle que de budget ou que de productivité ou de choses comme ça, voilà, c'est pas plus clair en fait. Et oui, il faut pas essayer de le faire changer. Si lui c'est sa façon de fonctionner, ouais, exactement. Ça veut dire c'est ce qu'il a en tête. Ouais, oui, exactement. Et non, je te rejoins aussi complètement. Et d'ailleurs, tu as des techniques comme ça, PNL ou autre, sur aussi comprendre ton audience. Donc encore une fois, notre cerveau on fonctionne tous différemment et donc on a tous aussi une façon de s'exprimer, d'envoyer les informations différentes. Et donc si tu as quelqu'un qui va être plus justement dans le... peut-être plus dans les émotions, qui va être très détendu, qui va parler doucement, etc. Et que tu arrives... Et ça marche, comme tu dis, pour la vente, mais en fait, n'importe quelle communication, tu sois au téléphone ou en face ou autre, tu arrives, tu parles très vite, toi, tu es quelqu'un de très énergétique, tu vas perdre tout de suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement changer, mais par contre, tu peux commencer par un petit peu faire le miroir avec comment lui est, ou cette personne est, et ensuite retourner naturellement à toi la façon dont tu fais les choses. Donc, si tu as quelqu'un... pour les présentations, c'est pareil. Si tu parles que de chiffres à des gens à qui ça parle pas, ou l'inverse, ça sert à rien. Si tu as quelqu'un qui est très énergique, qui va parler assez vite, qui va être là, bon d'accord, ok, on avance, etc. Toi, tu vas être là, tu vas parler calmement, tu vas aller dans beaucoup de détails, alors que lui, il a une vue d'ensemble où il lui faut juste les gros, on va dire, les grands points. Ou l'inverse, tu as quelqu'un qui a besoin de comprendre le process, qui a besoin d'aller dans les détails et tu vas lui donner que quelque chose d'assez abstrait. Donc encore une fois, plus tu vas apprendre à comprendre l'autre simplement en l'écoutant, en allant chercher des informations, en comprenant lui, comment il fonctionne, ce qui est le plus important pour lui, là où sont ses challenges. Et encore une fois, c'est des questions qu'on a le droit de poser. C'est pas des mystères en fait. On a le droit d'aller voir le manager et de dire d'accord, comme dans un entretien, qu'est-ce qui vous challenge le plus sur ce poste-là? Qu'est-ce qui est attendu exactement de moi? Qu'est-ce que j'ai fait récemment que tu as trouvé qui était attendu? Qu'est-ce qui était en plus? Qu'est-ce qui était en moins? Voilà, plein de questions comme ça. Normalement, comme tu dis, on est là pour tous collaborer et faire en sorte que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit des choses dont on ne puisse pas discuter. Et donc, en fait, plus nous, ça va nous amener aussi justement moins d'émotions peut-être négatives parce que ça va être plus clair ce qui est attendu exactement de nous. On va pouvoir aussi plus communiquer, donc avoir ce sentiment aussi que on est tous, qu'on avance ensemble, qu'on est reconnu pour le travail qu'on fait parce qu'on sait là où se concentrer par rapport à ce qui est important et valorisé par l'entreprise. Parce que des fois, et c'est humain, hein, mais des fois on va se dire ah, mais attendez, moi j'ai pris tout ça sur moi et j'ai fait tout ça, etc. Et ils vont être là, bah oui c'est cool, mais en fait nous le plus important c'est ça. Donc donc en fait du coup ton manager il a pas le temps de, et comme tu dis c'est aussi quelque chose dont moi je me suis rendu compte, je dérive juste 5 secondes, mais que te vendre dans l'entreprise, même quand c'est pas une entreprise où tu veux aller, mais ça peut faire des années que tu es dans l'entreprise. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, qu'il fallait communiquer sur ce que tu fais. Parce que les gens, encore une fois, ils sont très centrés sur eux, ce qu'ils ressentent, leurs challenges, leurs objectifs. Donc, ils vont pas aller voir et se dire « Ah oui, t'as vu, elle travaillait beaucoup et puis elle a fait ça. » Non, il faut que toi, tu en parles. Et ça fait bizarre au début, mais d'être là et de dire oh, oui bah j'ai fait ça et puis il s'est passé ça et puis voilà. Et donc plus tu vas en parler, plus les gens ils vont aussi prendre conscience et te lier à des choses que tu as faites qui vont aller dans le sens de l'entreprise. Ouais, moi c'est une partie que j'ai jamais aimé faire, mais c'est clair pardon, c'est clair que c'est primordial si on veut avoir en tout cas une carrière un peu longue dans l'entreprise, quoi. Ouais. Oui, ou même, enfin après, même si tu changes, mais je pense que c'est effectivement, je pense que pour certains, c'est plus naturel que d'autres, mais c'est vrai que c'est
comme dans toute relation, vu que c'est que relationnel, les gens ils peuvent pas deviner et ils se rendent pas forcément compte de ta part de contribution versus de la leur, etc. C'est un podcast enrhumé des deux côtés. Ouais, je tousse. Je bloque le micro. Tu m'entends quand je tousse? Non, je bloque le micro. Non. Attends, Non, je non, mais tousse moi un bon aussi, coup. Vas-y. Voilà, si Mais je ne voilà, meurs pas avant la fin de l'épisode, c'est que ça va. c'est bon, on est presque au bout. Mais je sais pas, je t'ai peut-être coupé, pardon, quand je voulais ajouter par rapport au ton de la voix qu'on peut prendre et le rythme et la posture aussi qu'on a, etc. Non, Euh, non. Non, non, c'est vraiment ça, mais c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Parce que, Ça notamment dans les s'apprend. moments un peu clés comme ça, parce que justement, quand on construit une présentation, quelque chose d'un moment clé, et ben souvent, on a besoin de zone de confort pour s'aider. Mm. Et donc, on le fait par rapport à nous, ce qu'on a intérieurement, alors qu'il faut le faire par rapport à notre auditoire, quoi, tout simplement. Ouais, exactement, exactement. Read the room, comme on dit en anglais, mais savoir à qui on s'adresse, quelle est la cible, que ce soit une personne ou plusieurs, dans les présentations aussi. Comme on fait des présentations, il faut aussi, alors surtout plus tu vas avoir de gens, il faut se dire que certains ils vont plus écouter, certains ils ont besoin de support visuel. Il y en a qui vont être encore une fois très attirés par les chiffres, d'autres ça va être sur des choses autres, ton storytelling peut-être, justement les émotions aussi que tu fais passer. Donc tout ça, ça va être intéressant aussi d'apprendre de plus en plus là-dessus et de voir aussi là où on est bon, parce qu'on peut pas être bon partout, Mm. et c'est ok. Et je Après, pense ouais. que non, vas-y. Non, non, ce que j'allais rajouter, c'est euh, ce qui reste le point essentiel, c'est la communication. C'est-à-dire que de Ouais. la même façon, on pourrait prendre l'exemple de la femme qui voulait faire une présentation. Ouais. Dans des présentations comme ça, surtout si c'est important, ces présentations qui peuvent se préparer. Et donc d'aller Ouais. de communiquer individuellement aussi avec les personnes Mhm. de l'auditoire en amont, de voir un peu eux ce qu'ils attendent chacun, de savoir un peu quels sont ses alliés, etc. Et d'ajuster comme ça au mieux en amont la présentation, voire de Ouais. débriefer après. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, comme je disais, je pense que c'est tout ce qui est émotion, ressenti, donner de la clarté par rapport à ça. Bah en fait aujourd'hui dans le monde actuel c'est quand même les gens sont assez éclairés de plus en plus là-dessus et il faut communiquer. Et si des gens en face ne comprennent pas ou si ça devient conflictuel ou ça marche pas, bah c'est peut-être qu'effectivement là on est face à un manager qui est toxique, un manager qui est pas Mhm. réceptif à ça. Et à un moment il faut aussi prendre des décisions pour se préserver si on est mis en difficulté par rapport à ça parce qu'on travaille pas dans des bonnes conditions et ça peut arriver quoi. Ouais, Mais c'est tout à sûr fait. que le mal-être au travail c'est quand même, ça concerne quand même énormément de personnes. C'est clair. On peut pas être on peut pas rester sans rien faire par rapport à ça. Il faut vraiment trouver des solutions si on est concerné par ça. Ouais. Déjà le dire, essayer de communiquer là-dessus. Alors les gens en face sont pas tout le temps à l'écoute parce que aussi Mm. parfois ils peuvent être dans une période où ils sont pas à l'écoute. Mais Mm. s'ils sont jamais à l'écoute, là c'est des signaux qui sont un petit peu des red flags où il faut trouver des solutions quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, je pense que c'est effectivement important, en fait, de voir aussi l'objectif un peu plus long terme. C'est-à-dire que, bon, peut-être que si on sont dans les grandes entreprises, en tout cas, si son manager direct, euh, euh, bon, ça marche pas. On a parfois des collègues ou comme tu disais, on choisit pas forcément avec qui on travaille. Après, est-ce que c'est vraiment important? Des fois, il faut aussi laisser tomber. C'est-à-dire, d'accord, cette personne-là, voilà, on n'a pas, il n'y a pas un bon feeling. Est-ce que c'est vraiment important? J'ai pas forcément besoin, tu vois, d'avoir une relation très développée avec cette personne. Peut-être que on s'en tient à un certain message pour que le projet avance. Et voilà. Son manager direct, bon, c'est toujours plus compliqué, mais après, s'il y a peut-être d'autres managers autour avec qui on s'entend bien, avec qui éventuellement sur le long terme on va pouvoir aller travailler, ça vaut le coup aussi d'avoir peut-être une approche un peu plus stratégique entre guillemets dans ces relations de travail et de peut-être demander du feedback à des gens qui sont prêts à nous le donner, ce genre de choses pour que nous ça continue. Après, encore une fois, il y a toujours un choix à faire qui peut être aussi de dire bah
c'est peut-être pas le bon environnement, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon lieu pour moi. Et donc, il y a toujours aussi la possibilité de soit bouger en interne ou en dehors. Bon, je dis pas ça pour que tout le monde démissionne demain, mais, mais c'est-à-dire que voilà, encore une fois, c'est revoir ce qui est important pour soi et ses objectifs. Parce que parfois, la zone de confort dans laquelle le cerveau veut nous laisser, c'est une zone de confort qui n'est pas agréable. Donc, parfois, ça peut faire peur, mais parfois, bouger, ça peut aussi amener à comprendre que c'était finalement pas un bon match professionnel au niveau de l'environnement, au niveau de l'équipe, et ça arrive, et c'est pas grave. Et on peut trouver mieux ailleurs aussi. Donc, Ouais, bah, écoute, c'est un peu moi ce que j'aimerais en conclusion. C'est tout à l'heure, tu l'as dit, on n'a qu'une vie, donc c'est passer cette matrice. vie-là. On passe suffisamment de monde au boulot, donc c'est si exactement. c'est passé au travail dans un environnement où on n'est pas bien émotionnellement, on peut pas porter les choses et tout, Ouais. c'est un peu dommage, quoi. Là, on est là, notre vie, il faut que ce soit une aventure, il faut être bien et puis voilà, et puis tenter des choses, et puis parfois ça rate et on fait autre chose, mais en tout cas pas rester bloqué dans un faut pas rester entêté, quoi. Faut pas rester à un endroit où on bouge plus et il se passe plus rien, exactement. et en plus on n'est pas bien émotionnellement. Bah ouais, non, mais c'est clair. Et c'est vrai que parfois, justement, de changer, on se dit, mais en fait, d'accord, il y a peut-être beaucoup de choses qui déclenchaient enfin, pas les bonnes choses chez moi, et finalement, dans cet environnement-là, ça va mieux. Et voilà, ça fait peur parce qu'encore une fois, c'est lié à plein de choses, souvent à l'argent. Mais donc voilà, mais il y a souvent toujours d'autres solutions. Si on se sent pas bien et qu'il y a des choses à changer, c'est que si votre cerveau et votre cœur vous fait sentir qu'il y a des choses à changer, c'est qu'il y a des choses à changer. Exactement. Donc voilà. Écoute, avant de conclure l'épisode, on Ouais. va remercier nos auditeurs pour l'écoute. Ouais. On a hâte de lire vos réflexions, vos messages, vos commentaires. Et puis, mettez une note, abonnez-vous, c'est ça qui nous aide et qui nous donne la force si ça vous a plu. Et on se retrouve dans 2 semaines. S'il vous plaît. Ouais, exactement. On se retrouve très vite. Et ben, pour terminer, rappelez-vous que le meilleur voyage, c'est celui que vous choisissez. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.